Après quelques années au service de différentes agences, il s'est tourné vers la presse d'architecture et le commissariat d'exposition, avec une prédilection pour les sujets croissants de l'architecture et de la société, tels que ses travaux sur l'architecture et l'électricité, donc l'architecture des réseaux électriques parisiens, et l'introduction de la lumière électrique dans l'architecture et les paysages de l'énergie. Il a été commissaire des expositions L'invention de la tour européenne, avec Ingrid Thaïlandais de Ita Architect, et de l'exposition Hôtel, donc avec Catherine Sabat, qui ont été présentées respectivement au pavillon de l'Arsenal en 2009 et 2019, et de l'exposition Survol, présentée au CIE 92 en 2018, qui portait sur la perception de la ville dans la photographie aérienne. Avec Claire Gauss, il produit l'émission radio Mur de la ville, qui était consacrée à l'imaginaire des architectes et diffusée sur Jet FM à Nantes. Il intervient régulièrement dans les écoles d'architecture, dans le cadre de séminaires ou de conférences. Il nous fait donc l'honneur d'être présent aujourd'hui. Alors, moi, je vais vous présenter donc Pierre Rosier qui est à votre gauche. Donc, Pierre Rosier, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est le directeur de l'école d'architecture de la Réunion. Donc, Pierre Rosier est architecte des PLG et il rentre à la Réunion à l'issue de son diplôme et il participe dès 1988 à la création d'une antenne réunionnaise de l'ENSAM, puisque jusqu'à assez récemment, l'école d'architecture de la Réunion était une antenne de l'architecture de l'école d'architecture, de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Et aujourd'hui, elle existe avec son statut propre. Depuis 2009, donc, vous êtes justement le directeur de cette école d'architecture de La Réunion. Et en 2013, justement, il y a 10 ans, vous avez interrogé les différents partenaires de l'école sur justement l'opportunité de développer l'antenne de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier, donc à La Réunion. Vous êtes convaincu du rôle que peut jouer ce genre d'établissement sur le territoire réunionnais et de l'influence justement qu'il peut avoir au profit du territoire de proximité et au-delà de la seule question côtière. Cette évolution statutaire, donc, elle va donner lieu à la création de la 21e École nationale supérieure d'architecture française, qui a été donc annoncée officiellement par la ministre de la Culture le 27 septembre dernier. Voilà. Et pour finir, nous accueillons Fabienne Clément, qui est architecte, scénographe et enseignante au lycée Victor Lamisset. Donc, après de nombreuses années d'exercice en tant qu'architecte et scénographe au sein de son agence à Toulouse, elle a décidé en 2024 de transférer son expérience en art appliqué dans l'encadrement de filières bac de métiers. Ébénisterie, maquetterie, sculpture, tournage, siège, tapisserie. Excusez-moi, j'ai du mal à regarder les personnes en même temps. Donc, puis dans l'encadrement des étudiants en diplôme des métiers d'art du bois, Fabienne Clément a exercé cette fonction pendant 12 ans au sein du lycée du bois et de l'ameublement de Revel, Haute-Garonne. C'est en 2016 que Fabienne Clément décide de postuler au lycée Victor Lamisset, anciennement appelé Saint-James, en Martinique, pour guider les étudiants en MANA. Et en 2019, après avoir participé à l'élaboration du nouveau DNMAN mention espace, elle débute l'enseignement de différentes matières autour de la démarche de projet en design d'espace, avec une première promotion d'étudiants de 22 étudiants. Merci. Bon, ben on va commencer. Voilà. On va laisser une première partie où chacun à leur tour, ils vont un peu parler, vous faire une petite introduction à la matière. Ensuite, ils vont échanger ensemble avec la médiation de Lauriane et de Cécile. Et à la fin, on va pouvoir échanger tous ensemble. Vous êtes une bonne... On m'entend là? Oui. Donc merci à la Maison de l'Architecture de Martinique de cette invitation. Merci à Monsieur Marmot, le proviseur, de nous ouvrir les portes de ce nouveau bâtiment là que je suis venu visiter. Donc vous m'avez demandé un peu la question, le thème de ce débat, comment l'architecture bioclimatique peut-elle aider à la qualité architecturale? J'avoue que je suis un peu gêné face à cette question parce que moi c'est un sujet que je connais très peu et
souvent on me dit, moi je suis aujourd'hui journaliste, donc qu'est-ce que c'est un journaliste? En fait, rien. Il sait ce que les autres savent. Par contre, ce que je voudrais faire un peu en introduction, c'est de resituer un peu peut-être essayer de resituer ce qu'on sous-entend derrière le bioclimatique et dans quel contexte architectural nous nous plaçons dans ce débat, puis de voir quelles sont les ressources, qu'est-ce qui a été dit déjà. Donc, ce que j'entends derrière le terme, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon interprétation, c'est le débat en fait sur la place de l'architecture aujourd'hui vernaculaire dans le débat architectural. Aujourd'hui, ça paraît la voie la plus regardée par tous les architectes, les jeunes architectes. Il y a un livre récemment qui est paru qui s'appelle What About Vernacular par 3 étudiantes qui ont fait une recherche sur le vernaculaire américain. Mais c'était aussi dans les débats à la fin de sa carrière. Jacques Lucan, qui était un de nos professeurs à l'école où j'étudiais avec David, a terminé sur le vernaculaire. Jacques Frédet, qui était aussi notre professeur à Belleville, parlait du vernaculaire. Donc, il y a eu un grand mouvement sur ça. Et alors, qu'est-ce qui se cache derrière? En fait, à mon sens, c'est plutôt toujours le débat, qui n'est pas neuf, j'y reviendrai, entre l'architecture moderne, qui est toujours vivante, une architecture de l'infini des ressources, de l'infini de l'expansion, de la croissance, face à une architecture d'un monde fini. Je voudrais vous lire 2-3 citations d'un ouvrage que j'ai lu récemment et que je vais commenter après. Donc l'architecture moderne est née du combat contre l'abus de décoration postiche et que le goût éclectique du 19e siècle imposait. Adoptée au nom d'une éthique de l'austérité et de la simplicité par le capitalisme ascendant, cette architecture moderne s'est paradoxalement transformée en une architecture du gaspillage de l'énergie, en un gigantesque mécanisme de consommation des ressources limitées de la Terre. En outre, son patrimoine éphémère demande à être constamment rénové. Donc, ça c'est une première citation. Parce qu'il a aliéné le monde capitaliste autant que celui du socialisme réel, le système industriel moderne, cette machine gigantesque qui unifie les sociétés les plus développées au-delà des systèmes politiques ou des différences des institutions, a bâti son empire sur des bases d'argile que le temps a finalement mises à nu. Il s'appuyait sur la conviction que la nature est une entité infinie. Merci. Où l'on peut puiser, vous m'entendez? Bah. 1, 2. Non. Ah, très bien. Il s'appuie sur la conviction que la nature est une entité infinie où on peut puiser sans limite l'énergie nécessaire pour que la production amorce un mouvement perpétuel. Après avoir usé longtemps du capital nature comme d'une rente assurée, après avoir saccagé la terre comme on le ferait d'une ville conquise, on préfère aujourd'hui se lamenter sur la perspective inéluctable d'une fin de la civilisation, plutôt que de prendre des mesures et de revoir le problème de la nature à la lueur d'une nouvelle alliance, à la recherche de nouveaux équilibres. Alors ces constats, ces 2 citations, elles peuvent paraître très banales, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut les dire. Par contre, ce qui est moins banal, c'est qu'elles sont tirées donc d'un ouvrage publié en 80 par Paolo Portoghesi, donc 43 ans. 43 ans depuis ces constats, et il y a même beaucoup plus longtemps qu'ils sont faits, et on voit qu'il y a des bases de réflexion anciennes qui n'aboutissent pas. Et donc cet ouvrage qui se pose un peu comme un des ouvrages fondateurs du postmodernisme, qui est un mouvement stylistique qui s'est fondé sur la critique de la modernité, qui s'est aussi épuisé en fait dans ses propositions, mais le mouvement de critique, il reste toujours nécessaire. Et à mon sens, cet ouvrage que je vous conseille, il l'apporte assez bien. Donc l'architecture moderne, comment on peut la reconnaître, puisque c'est ça le sujet, elle peut aborder des oripeaux et des éléments qui sont de l'ordre du simulacre, fausse véranda, fausse toiture, faux village, faux caractère de village. On l'a vu en faisant le tour d'architecture dans l'île. Donc même si on a des architectures qui prennent un peu un fronton, ça reste des architectures modernes dans le sens où ce sont des architectures qu'on reconnaît d'abord à leur indifférence au site, à leur indifférence aux sociétés qu'elles vont accueillir, aux consommations de ressources, et qui ne demeurent vivables que par la consommation d'énergie toujours plus importante et qui va aller que croissant avec les problématiques de réchauffement.
Donc en fait, c'est l'architecture moderne et l'architecture vernaculaire, elles font partie de deux systèmes en fait que l'économiste Kenneth Boulding a défini dès 66 comme l'économie du cow-boy et l'économie de l'astronaute. Donc l'économie du cow-boy, c'est celle du cow-boy qui vit sur les ressources du terrain qu'il trouve et qui, une fois sont épuisées, par ailleurs, épuiser un autre terrain et épuiser d'autres ressources, et puis indéfiniment, et ainsi de suite. Alors que l'économie de l'astronaute, c'est une économie en vase clos qui se pose sur le recyclage, qui a été inspirée à Kenneth Boulding par la conquête spatiale et les vaisseaux donc pour aller sur la Lune, et qu'il a étendu ensuite comme métaphore à la planète Terre en disant c'est le spaceship Earth, c'est le vaisseau spatial Terre, donc la Terre serait une sorte de vaisseau spatial. Et si on se place dans une perspective, donc un vaisseau spatial et à l'économie finie, et si on se place dans une perspective d'île, qui est en fait celle qui nous intéresse, on voit que c'est quand même aussi un résumé de l'économie de l'astronaute. On pourrait peut-être appeler ça l'économie du galion, de la goélette, qui est un milieu en fait qui va vivre sur ses ressources, peut-être aujourd'hui en pouvant en puiser quelques-unes à l'extérieur, qui seraient notamment celle du savoir, qui est aussi très importante aujourd'hui pour changer l'architecture, et qu'on peut trouver aussi aujourd'hui, le savoir est la fois créé, disponible, aussi dans ce qu'on appelait autrefois les périphéries, c'est-à-dire que la notion de centralité, aussi avec le numérique, les endroits très centraux s'affaiblissent un peu au profit des périphéries. Donc je pense que c'est un temps peut-être assez intéressant pour les îles et les territoires qui sont loin, qui doivent un peu compter déjà sur leurs propres ressources. Donc pour le vernaculaire, il y a rien de nouveau, si c'est que en fait ça toujours, c'est aussi très présent dans l'architecture depuis l'après-guerre et même avant. Il y a beaucoup d'ouvrages qui en parlent. Je pense au livre de Laprade, je pense au livre de Ravero sur l'architecture du Mzab. Il y a aussi un ouvrage qu'on m'a fait découvrir hier sur l'architecture, l'habitat populaire aux Antilles. Il y a toujours des buts qui est d'ailleurs apparemment plus imprimé, quoi. Donc voilà, c'est un appel à la réimpression. Et donc beaucoup de moments comme ça où on s'est intéressé en fait à ce qui fait une architecture locale, un caractère aussi d'une architecture sans architecte, donc une architecture un peu populaire qui s'exprimerait face à l'architecture savante. Et le moment le plus significatif, peut-être c'est en 64, l'exposition Architecture sans architecte au MoMA de Bernard Rudowski, où en fait le livre fait la démonstration, puisqu'on est dans le cadre du musée d'art moderne, que l'architecture vernaculaire en fait a une justesse, c'est une forme on démontre le caractère de beauté et d'appropriation, de pertinence par rapport au site et des qualités architecturales d'une architecture vernaculaire. Donc c'est un grand plaidoyer pour ça, c'est peut-être la plus grande reconnaissance, et encore une fois, on est 64, on est à 60 ans de ce moment pratiquement. Donc toujours rien de nouveau. Alors derrière ça, il ne s'agit pas de reproduire l'architecture vernaculaire telle qu'elle a été, parce qu'elle répond aussi, elle s'inscrit dans des sociétés. Et par exemple, dans les architectures vernaculaires paysannes en France, en métropole, il y a le chauffage en partie assuré par les animaux, donc on habite aussi, c'est des façons d'habiter avec ces animaux. Et il ne faut pas tomber dans ce dont je parlais précédemment, c'est le simulacre. En fait, imiter des choses sans en avoir vraiment l'essence. Peut-être ici, ce serait la véranda. Et donc, toutes ces architectures, elles donnent des leçons, et en particulier autour de la notion de ressources qui doit être prise au sens large. Donc, la première ressource qu'on pourrait prendre, c'est sans doute déjà le climat. C'est un facteur éminemment local, bien qu'en plein bouleversement. Donc je ne vais pas faire de leçons sur la maison traditionnelle de la Martinique, que je ne connais pas bien, mais la véranda
Ça donne une première réponse de comment le climat appelle une forme ou des solutions qui peuvent être discutées. Mais elle inclut aussi, du coup, elle inclut une première discussion sur l'orientation, les matériaux, leur stratégie, comment on considère le matériau en fonction de la chaleur, l'inertie, la non-inertie. Donc ça, c'est une première chose du bioclimatisme et donc de cette architecture-là. Par exemple, il y a un très bon exemple, c'est ici, et ça incite à prendre le spectre du bâtiment, à s'élargir tout de suite au-delà de l'objet bâti, l'habitation, pour prendre en compte un contexte beaucoup plus élargi. L'exemple, c'est ici le lycée où nous sommes, où Gustavo Torres, l'architecte qui est au premier rang, il a voulu faire une rue traversée par les alizés. On voit que si on construit dans quelques années une tour, un bâtiment énorme devant l'endroit devant cette rue, on va bloquer ce dispositif architectural. Donc il faut pouvoir comprendre ce contexte, discuter. Ça incite le bioclimatique aussi à parler avec ses voisins et à voir vraiment les choses de façon très globale. C'est pas la priorité à la propriété, je fais ce que je veux sur mon terrain, mais c'est en fait, on partage tous quelque chose de commun qui est prioritaire. Donc il y a aussi beaucoup de ressources ici, où moi j'étais étonné par la biodiversité. À Paris, quand on voit un platane et un moineau, ça fait notre journée. Ici, en fait, on voit que la biodiversité, elle est très, très active. Et elle n'est pas seulement cette chose bureaucratique, mais elle est sensible. On voit des animaux, puis surtout on entend des sons. Donc je pense qu'il faut aussi se réapproprier les choses de façon sensible. Donc les ressources, je refais la liste, le territoire, le climat, et comment on apprend en fait comment on se réapproprie ce territoire. C'est par une sorte d'enquête en fait, qui passe sur des publications dont il y en a déjà un certain nombre. C'est aussi des enquêtes auprès des gens, des habitants qui ont tout un savoir. Tout un savoir. Et c'est aussi reconnaître l'ensemble de son territoire. Ça peut passer par, en métropole, on fait beaucoup de sentiers métropolitains, ce qui s'appelle les marches, pour aller reconnaître ce territoire, recréer des liens dans des territoires où on ne parcourt plus qu'en voiture. Ça, c'est aussi peut-être une piste, même si marcher ici, c'est pas toujours, vu la chaleur, pas toujours très évident. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire Alors évidemment, dans le vernaculaire, il n'y a pas les réponses à tout, parce qu'il n'y a pas des programmes de lycée, par exemple, dans des sociétés où il n'y avait pas cette organisation de l'éducation, n'ont pas été créés. Donc c'est pas non plus un réservoir de forme. C'est pas un réservoir de modèles, en fait. C'est plutôt des réflexions, des savoirs sur le territoire, des savoirs sur les choses. Et après, ça peut donner... on est ouvert à l'inattendu. On voit par exemple, ici au lycée, on a ces grands espaces d'atrium couverts fermés par des brise-soleil qui donnent des espaces complètement inattendus. Et ça, c'est peut-être aussi la nouvelle architecture vernaculaire, ce qu'elle va donner, arriver avec des choses pas vues qu'il faut comprendre, apprendre un peu à voir. Donc je voudrais finir par une petite phrase toujours tirée du livre de Paulo Portuguesi. L'homme vit dans un milieu qui n'est pas seulement le milieu naturel. Le milieu dans lequel il vit est en fait la somme du milieu naturel et du milieu bâti. La nature transformée par le travail et l'ouvrage de l'homme constitue dans son ensemble une seconde nature avec ses équilibres et ses déséquilibres. Si parallèlement à l'écologie des équilibres naturels, on admet qu'il y a une écologie des équilibres artificiels tout aussi rigoureuse, alors on pourra s'acheminer vers une solution non pas sectorielle mais globale de la grande question de la survie. Il s'agirait alors, sur les ruines de l'urbanistique, de la géographie urbaine et territoriale, de l'architecture et de la planification territoriale, considérées comme des disciplines séparées, de construire une nouvelle science de l'établissement. Voilà un peu le programme, donc je ne sais pas comment Très bien. ça pourrait être pris en compte par mes camarades.
Merci beaucoup. Je pense que ça appelle peut-être à une question qui peut vous être adressée donc à tous les deux. Ce serait justement comment est-ce qu'on fait pour valoriser ces savoir-faire populaires, puisqu'on a beaucoup parlé là d'architecture vernaculaire, qui vont tirer parti des ressources locales dans les cursus d'études. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Je pense par exemple aux matériothèques, à des travaux peut-être avec des laboratoires, etc. Donc peut-être que vous pourriez nous dire, chacun pour le cas de la Réunion puis de la Martinique, comment ça s'organise, ou en tout cas quelles idées il y a pour peut-être tirer parti justement de ces ressources. Bon, je vais poursuivre là. Alors, on a le cas donc de l'école d'architecture de la Réunion, qui est un peu particulière et qui permet de répondre, puisque c'était une école qui maintenant a 35 ans, donc c'est vrai que vous avez peut-être entendu parler via la presse de création de la 21e école. En fait, elle existe depuis 35 ans et on délivre des diplômes déjà depuis 2018, des diplômes nationaux. Donc c'est une évolution statutaire vers une 21e, mais en fait quasiment tout ce que fait une ENSA, on le fait déjà. Alors pour revenir sur le sujet, cette création d'école est partie à l'origine de demandes des élus. Donc là on est bien sur la question non pas du tropical, je voudrais qu'on sorte peut-être de cette thématique, même si on est forcément baigné dans le tropical, enfin, quand c'est dans le milieu tropical, mais en fait on est bien sur, de façon à ce que ce soit transposable dans d'autres territoires, on est bien sur une architecture contextualisée. Et c'est ça qui est intéressant, et je te rejoins Olivier par rapport aux références que tu citais. Je vais peut-être rajouter celle de Kenneth Frampton qui parle d'architecture de régionalisme critique et qui est tout à fait dans le précurseur à son époque de ces courants, qui est à notre sens le seul courant durable au sens d'architecture durable et création durable en termes de production architecturale. Et donc cette demande de la part des élus en 1988 à La Réunion était déjà une contextualisation, c'est-à-dire qu'ils ont, je pense que je l'ai coupé, voilà. Ils ont posé la question de l'architecture non pas comme une question sortie de son territoire, mais bien pour répondre à des demandes concrètes du territoire. Et c'est comme ça qu'on a monté cette école. Donc avec une demande bien identifiée de la part des élus, donc les élus sont les premiers à être décideurs, donc à être au contact avec les besoins du territoire et des projets à organiser, à prévoir, à programmer, à monter. Et c'est dans cette démarche de contextualisation de la production du cadre bâti que l'école s'est développée. Non. Je continuerai après. Vas-y. Alors, oui, non, vas-y. Ah oui, tout à fait. Non, je vous rejoins tout à fait. C'est avant de parler d'architecture tropicale, on parle vraiment d'architecture de territoire, et la part de l'architecte, c'est de bien comprendre justement quel est ce territoire pour s'y inscrire. Mais la question aujourd'hui posée est celle du territoire tropical, justement. Et alors, on n'a pas cette démarche d'élus qui demande mais on a la démarche quand même d'élus qui favorise l'installation d'une filière d'ENMAD. J'en parlerai peut-être après, parce que là, je pense que M. Rosier pourrait continuer sur qu'est-ce qui se passe à La Réunion. On pourra regarder vos présentations aussi. D'accord. Donc non, je vais juste rebondir sur votre question, puis vous laisser la parole pour continuer votre débat de l'un à l'autre. Mais oui, c'est ce territoire de la Martinique, on le verra tout à l'heure, c'est un territoire
parmi d'autres territoires, c'est des micro-territoires à l'intérieur, et que le climat tropical a des points communs du nord au sud, mais a aussi des particularités de micro-sites qui sont à prendre en compte si on construit à l'est, si on construit au pied des Mornes, si on construit en haut des Mornes, si on construit dans le sud, ou si on construit carrément dans notre nord Caraïbe, qui est bien plus vert, bien plus dense, bien plus humide. Donc voilà, juste pour clore sur la question comment éduquer. Éduquer, j'en parlerai après, tu en as parlé, c'est prendre conscience, déjà, analyser, voir ce qui est, voir in situ ce qu'il y a, et puis après se l'approprier, le voir aussi et partager avec ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays tropicaux, parce qu'on parle de tropical, mais on sait bien tous que le tropical, il faut le définir sec, humide, etc., etc. C'est une frange sur notre planète qui se trouve entre deux tropiques et qui n'a pas culturellement en plus. Enfin, il y a énormément de données, d'éléments qui font cette architecture-là. Et c'est d'abord sur son territoire la comprendre, la re-regarder, j'en parlerai tout à l'heure, la revisiter peut-être, pour se dire aussi que quelque part elle peut être aussi un point de départ et de réflexion et d'anticipation pour ce qui va se passer ou ce qui se passe déjà dans nos pays tempérés, et aussi partager avec ce qui se passe dans d'autres pays tropicaux. Voilà. Oui, je pense qu'il faut bien préciser, nous, le domaine d'études qu'on développe à La Réunion, une brillante étudiante, jeune diplômée maintenant, est dans la salle, inconnue. On parlait de milieu tropical, mais c'était architecture, ville et territoire en milieu tropical. On a, depuis cette année, un peu modifié notre définition, puisqu'on parle de milieux tropicaux. Même à La Réunion, on a beau être... il y a énormément d'erreurs qui sont commises là-dessus. Sur un climat tropical, entre la production d'un logement, par exemple, sur la côte, et ou à 1800 mètres d'altitude, on est complètement sur du tropical complètement différent, mais toujours sur 21 degrés sud au niveau du parallèle, mais on construit absolument pas pareil. Et on a trop tendance à généraliser le tropical déjà d'une région à une autre sur la Terre, mais également sur un même territoire, une diversité de réponses à avoir. Quelque chose d'important également sur la diversité et sur la contextualisation en fait de la question, c'est la société, c'est les habitants. On ne peut pas parler d'architecture sans mettre au centre la culture, au sens vraiment très large du terme, la population qui habite, parce qu'elle habite différemment, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, c'est encore différent. Donc il y a l'histoire d'une population, il y a l'histoire de sa construction, des usages sociaux, culturels, et qui façonnent le mode d'habiter. Et à La Réunion, c'est vrai que c'est une question qu'on associe toujours dans nos réflexions, souvent avec des sociologues d'ailleurs, de façon à pouvoir avoir la meilleure réponse possible. Donc on est toujours sur la question de contextualisation, même si on est sous le tropique, à La Réunion, sur la côte ou à l'étage. Tout ça, c'est juste des précisions, mais en fait, la place de l'être humain est primordiale et on l'oublie souvent. Ce que j'ai peur en parlant de tropical, c'est qu'on s'arrête trop souvent à la question climatique et environnementale. Mais l'environnement, c'est effectivement l'environnement climatique, c'est l'environnement, c'est le relief, mais c'est aussi le mode de vie, et c'est les habitants, et c'est un environnement culturel, social, qui est très important à prendre en compte et qu'on doit prendre en compte dans la production d'une architecture tropicale. Voilà. C'est ce que je vais dire. Ok, merci.
Oui, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que donc il est vraiment question de diversité. Je pense qu'on l'a bien compris quand on parle du tropical. Je ne sais pas comment vous, dans la revue AMC, vous essayez d'intégrer cette question. Et puis aussi peut-être justement comment des étudiants ultramarins, donc issus de climats tropicaux très très différents, comment aussi est-ce que dans les formations que vous proposez, c'est intégré, comment eux justement le perçoivent par rapport au territoire d'où ils viennent, etc. C'est-à-dire comment cette question à la fois de la représentation de cet habitat, mais aussi des étudiants qui étudient dans vos formations, en fait, comment cette question-là, elle peut être traitée avec des exemples un petit peu factuels. Je ne sais pas si vous y pensez, si vous en avez. Oui, au quotidien. Donc, les sujets qui sont donnés aux étudiants sont toujours des sujets sur un milieu tropical, sur la Réunion principalement, mais pas que, puisqu'on a des PFE, enfin des projets de fin d'études qui ont été étudiés sur la Guyane ou sur la Martinique ou Guadeloupe. Mais pour la Réunion, la plupart des sujets qui sont donnés en licence ou en master sont s'appuient forcément sur le territoire avec des données concrètes. Donc on parle de pluie, de fortes pluies, donc d'abri, on parle d'ensoleillement, des rayons, de la réverbération, qu'elle soit directe ou indirecte, donc sur l'environnement, sur ce qui est tout autour du bâtiment, qui est aussi important, peut-être même plus important que le bâtiment lui-même, si on a beau faire un bâtiment très bien conçu, mais qu'autour on tartine de béton ou de surface absorbante, on peut avoir un contre-effet climatique. Ensuite, donc ça c'est sur la question environnementale, du climat. Et puis il y a la question du mode d'habiter également, que j'évoquais. Et toutes ces questions sont toujours mises en application à partir d'une question concrète. Donc on travaille beaucoup avec des sujets qui viennent souvent des enseignants de toute façon, mais qui sont des sujets qui sont portés par des collectivités sur des aménagements, soit des opérations unitaires, soit des quartiers, soit des aménagements urbains, où on fait travailler nos étudiants. D'accord. Très bien. Et peut-être Fabienne Clément, est-ce que cette question paysagère dans le design d'espace, elle apparaît, la question justement de l'entour du bâtiment Complètement. Oui, j'imagine. Elle est totalement intégrée. Alors juste pour revenir sur la première remarque faite sur justement le public de ces étudiants, si vous voulez, vous pouvez mettre les slides, parce qu'en fait, je pensais finir le débat, mais comme j'ai du visuel avec, ça peut aussi appuyer ou animer les propos. Oui. Donc pour répondre à ces questions, ces jeunes, ils viennent... mais quand je disais tout à l'heure, la première promotion, c'était 22 étudiants. Il faut savoir que dans les autres académies, c'est 15. Donc on a un challenge, nous, en tant qu'enseignants, à faire de l'approche particulière et individuelle auprès de ces étudiants. On n'est pas en amphi, on est vraiment dans des ateliers. Et pour leur permettre justement, s'ils ne sont pas pris dans d'autres demandes, de leur permettre d'avoir cette passerelle de licence sur 3 ans, qui en fait remplace ce qui était avant et auparavant une mise à niveau MANA, c'est-à-dire une mise à niveau art appliqué, qui permettait aux jeunes de venir redécouvrir après un bac général, même un bac professionnel, parce que avant j'étais dans les métiers d'art et j'ai retrouvé comme ça des jeunes qui, dans leur cursus, ont toujours voulu être des artisans de ministérie, des créateurs, des concepteurs, et qui se sont retrouvés à être poussés par le milieu éducatif et les parents à passer un bac général, et qui sont revenus à leur premier amour pour faire justement ces métiers d'art qui nous font nos bons ébénistes, marketeurs, sculpteurs, etc.
Donc pour en revenir au design d'espace, c'est une formation, ce n'est pas une école d'architecture, c'est jeunes qui sont venus faire une mana et que tu as, toi, récupéré dans notre première promotion deux étudiants qui sont partis faire l'école d'architecture à La Réunion. C'est une formation, alors on le voit, je ne sais pas si on peut mettre le slide de la 3e diapo. C'est un condensé pour vous montrer que ce lycée, donc, qui prend naissance dans le nord de la Martinique, je repars un peu en arrière, qui prend naissance dans le nord de la Martinique, dans un lycée qui n'a pas bonne presse, puisque c'est un lycée de professionnels mécaniques, et donc quand on parle du lycée St. James, on dit oh là là, on a des mauvais. Et donc il va falloir complètement recasser l'image pendant un temps pour venir recommuniquer sur une nouvelle image de ce lycée. Et cette diapo elle est juste pour vous dire ce qui s'y trouve, donc je vous laisse rapidement le lire. Et puis cette spécificité des lois d'espace qui forment en 3 ans, avec une première année qu'on va dire de découverte, et une deuxième année où on va tout doucement approfondir et se spécialiser, et une 3e année de perfectionnement qui va être une année totalement en autonomie, pas totalement, hop, c'est parti, pas totalement, puisque nous sommes là comme guides, mais les étudiants sont censés pouvoir gérer sur cette année-là une partie mémoire, c'est-à-dire ils se posent des questions que vous avez soulevées, des questions liées à leur territoire. Ce sont des générations qui sont totalement, je parle pour eux, là je vois que j'ai aperçu une de mes étudiantes dans la salle, j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup plus, mais ce sont des jeunes qui sont vraiment dans leur contemporanéité, en ce sens qu'ils se posent des questions pour demain. Ils sont, moi je suis des années 60 au niveau de la naissance. J'ai été favorisée dans mon évolution d'être humain sur cette planète, et je pense que nos jeunes ils rencontrent ce qu'on va laisser demain, et c'est pas évident pour eux, et ils ont quand même de l'énergie, et ils ont envie de faire plein de choses et de ne pas les faire des choses à côté. Donc en effet, dans cette formation, ce sont des passerelles, ils vont peut-être s'arrêter, travailler dans une agence de décoration, peut-être dans une agence d'architecte, peut-être continuer avec une maîtrise et monter leur propre cabinet de décoration d'intérieur. Et pour la plupart, et j'avoue que j'en suis ravie, il y en a plein qui vont postuler en école d'architecture avec une équivalence en seconde année. Et il y en a qui rentrent aussi en première année parce qu'ils se disent qu'ils ont le temps de voir les choses. Donc ça c'est pour ce slide, et je voulais juste rebondir sur le premier, ou celui juste avant, si c'est possible. Juste après, ou celui juste après, voilà. Alors ces jeunes, cette diapo elle montre, c'est fait rapidement, mais elle montre aussi leur diversité, en ce sens que ce sont eux-mêmes des micro-territoires. Ce sont des jeunes qui viennent, certes, de la Martinique, mais aussi de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Guyane. C'est un bassin antillais, mais aussi de l'Hexagone. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de demandes de jeunes de l'Hexagone qui viennent, non pas pour les cocotiers et les belles plages, mais qui viennent pour rencontrer l'architecture tropicale, mais au-delà, comme le disait mon collègue, au-delà, le territoire, dans sa culture, dans ses matériaux, dans ses possibles repensées qui sont activés dans le monde entier. C'est pas, comme vous le disiez, c'est pas nouveau, le débat il est là depuis longtemps, mais il est pris à bras le corps, et notre façon de venir les mettre dans cet événement, c'est leur faire reprendre aussi contact de cette richesse qu'ils ont respirée quand ils ont commencé simplement à venir sur notre planète en naissant. Et que des fois, ils dénigrent parce que c'est tellement mieux ailleurs qu'on est chez nous. Et qui reprennent par cette diversité paysagère dont vous avez parlé, cette luxuriance de végétation, les sons, ce rythme de la journée, sur 2 saisons bien distinctes, mais en même temps avec ses spécificités entre ce qu'on appellera la saison carême et la saison hivernage.
avec des intensités de pluie, des absences de soleil, des absences de pluie. Et là, d'ailleurs, on l'a vécu dernièrement, une très grande absence de pluie qui nous a réchauffé même la mer et tué pas mal de coraux. Donc ils sont au cœur de ces sujets. Dans ces sujets, justement, on ne va pas faire des projets d'architecture, bien que vous verrez à la fin que c'est le cas pour certains. Moi, je ne peux pas m'en empêcher, j'ai une filière architecture, donc pour moi, décoration d'intérieur, je joue le jeu, mais je ne peux pas nier ce pourquoi l'espace m'a attiré en tant qu'espace pérenne ou éphémère, qui est le parcours de ce lycée. Et donc, pour dire que apprendre, c'est d'abord, c'est ce qu'on peut mettre à la première slide, si c'est possible, tout en haut. La deuxième, en fait, je ne sais plus dans quel sens c'est. Encore. Voilà, celle-ci. Quand on voit sur cette capture d'écran de notre planète ce poumon bleu dans lequel toutes les Antilles, les îles des Antilles et les côtes continentales qui sont en dialogue avec ce grand bassin bleu, ce grand poumon bleu, si on s'amusait à faire ressortir la Dominique, la Guadeloupe, les Grenadines, les Barbares, enfin toutes les îles, Porto Rico, etc., on verrait qu'à chaque fois, c'est un point extrêmement vert qui se met en poumon. Et c'est là-dedans que, ici et ailleurs, il faut, nous, en tant qu'architectes, enfin ces jeunes, en tant que designers d'espace et futurs aussi architectes, ou même décorateurs, ils doivent se ressourcer, s'inspirer. Vous parliez tout à l'heure des matériaux, vous parliez de la culture, connaître la culture et le matériau, c'est savoir aussi qu'avant les cases c'est une chose, mais elles avaient une structure pour accrocher la terre qui est très intéressante. C'est une sorte d'osier. Bon, ici dans la salle tout le monde connaît, donc j'enfonce peut-être des portes. Mais l'idée de ce tressage, ce qui est très amusant, c'est que moi j'étais donc dans mon agence à Toulouse et mon dernier projet a été un concours gagné sur un locus dans le Lot, c'est-à-dire savoir comment couvrir un centre un espace de fosse archéologique sans le condamner et en pouvant s'appuyer dessus. Sans faire des fondations, parce que c'est du calcaire et c'est compliqué. Mais le protéger pour que les archéologues puissent continuer. Et là, j'ai donc décidé de faire comme un toit, une nappe, et faire rester en autonomie, et puis de travailler avec du galva en porte-à-faux pour venir donner une passerelle de parcours autour. Et le garde-corps s'est posé comme un élément à travailler de façon esthétique avec l'environnement qui était des petits chênes. On avait des plateaux calcaires très bas avec des petits chênes. Et donc j'ai pris le parti pris de travailler les garde-corps côté extérieur, pas côté intérieur parce qu'il me fallait de la transparence par rapport au locus du contrebas, avec de l'osier. C'est-à-dire qu'en fait j'ai pris de l'osier d'artisans et d'une fabrique qui existait dans l'Aveyron. Et en ayant une structure première comme le fait Renzo Piano avec notre brique, parce que nous de Toulouse on a été envahis par la brique et on a été un peu contraints de ça aussi. Cette structure métallique a permis de tresser cet osier. Et quand je suis arrivée en Martinique, je me rappelle avoir fait une marche à l'est. Je suis arrivée près d'une chapelle et il y avait une case qui était reprise avec ce tibaume, ce petit bois d'osier tressé. Et je me suis dit, mince, c'était la même chose. J'ai fait la même chose. Et c'est pour dire que ça, c'est la culture, c'est les savoir-faire, c'est des choses. Alors, on ne va pas remettre, on ne va pas retisser, mais on peut retisser pour structurer. On a des filières ici de bois qui viennent, qui sont importées. Et c'est très bien parce que aussi, les filières, elles sont calculées, elles sont maintenues, mais on a aussi, et je pense que l'ONF est très intéressé pour ça, à replanter des essences de bois parfaites. On a un arbre qui s'appelle le gommier, qui est ancestral, qui a fait les yolles, qui a fait même
que ça, ça serait un peu long de tout inventer. Mais aujourd'hui, le gommier, il y a le gommier blanc et le gommier rouge, et ce sont des bois qui servent autant la structure lourde que la structure légère. Donc c'est des bois, j'ai ouï dire que l'ONF est intéressé pour replanter ces bois-là, et ainsi de suite. Il y en a plein d'autres, des matériaux aussi. Je vais être un peu trop long parce qu'en fait je parle beaucoup, donc je vais raccourcir pour revenir peut-être dans interrompez-moi et posez-moi peut-être des questions, parce que ce poumon vert dans cet étang, enfin dans ce grand espace bleu, et ben c'est ça qu'il faut prendre en effet, comme vous disiez, Monsieur Rosier, dans son climat, certes, mais essentiellement aussi dans ce qui a été fait et ce qui se fait ailleurs et ce qu'on peut faire pour aujourd'hui et demain et ce qui se fait déjà aujourd'hui. Voilà. Merci pour votre... Ok. Merci pour votre intervention. En tout cas, en tant que jeune architecte qui est parti il y a plus de 6 ans faire ses études, depuis que ce cursus n'existait pas. Et effectivement, c'était compliqué de juste l'enseignement de l'architecture, même le mot architecture à l'époque. Au-delà des agences d'architecture, c'est compliqué de savoir qu'est-ce que c'était, où aller, où se renseigner. C'est pas toujours facile en tant qu'étudiant de savoir qu'il y a un CAE, qu'il y a l'ordre des architectes, et surtout d'accéder à ces services. Donc déjà, je trouve ça très bien qu'il y ait le lycée Victor Vanessa et que maintenant il y ait cet enseignement où on peut justement... Ah, merde, il y a cet enseignement où on peut apprendre justement à contextualiser, à apprendre justement à faire l'analyse, et ensuite de cette analyse, faire l'architecture qui correspond à notre territoire. Et je voulais poser la question, en fait, il y a aussi cette chose où tout ce savoir de l'architecture, sans architecte, le système de véranda, toute l'architecture des territoires ultramarins, mais est très peu aussi écrit. Il y a très peu d'articles. Je suis allée à la bibliothèque il n'y a pas très longtemps au campus. Il y a pas mal de livres, mais ils sont tous en anglais. C'est tous des livres Trinidad, Tobago et un peu partout dans la Caraïbe. Et je trouve aussi qu'il y a ce manque de... Pas ce manque, mais je pense qu'il y avoir davantage d'ouvrages sur notre architecture. Et justement, je me demandais à La Réunion comment, sur quelle base en fait vous enseignez, et est-ce que j'ai vu sur internet il y a quelques articles de l'ANSEE sur ce qui se fait en Martinique, Guadeloupe et Guyane, et voilà. Alors, plusieurs sujets. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Fabienne, qui est important, sur la notion de micro-territoire et sur le travail à petite échelle dans un périmètre qu'on maîtrise beaucoup mieux. Je pense que ça reflète l'évolution du métier d'architecte aujourd'hui. Qui se traduit aussi par la diversité du mode d'exercice. Il y a de plus en plus de collectifs de jeunes archis, de modes de travail qui sont innovants, et qui posent d'ailleurs quelques petits problèmes au niveau du Conseil de l'ordre, parce que en termes d'assurance, en termes de responsabilité, en termes de mode d'exercice également. Donc ça, c'est un autre sujet, mais ça reflète bien une innovation, en tout cas dans le mode d'exercice, et qui est tout à fait en phase avec ce qu'on recherche à acquérir comme réponse face aux défis environnementaux, climatiques, etc. Donc c'est une autre vision. Je pense que les jeunes archis qui recherchent les grandes agences avec les belles façades, etc., c'est peut-être pas révolu, parce qu'il y en a certainement encore qui sont attirés par les strass, mais beaucoup de jeunes architectes aujourd'hui se posent la question de leur mode d'exercice complètement différent, avec une échelle complètement différente, l'échelle du micro-territoire, et une réponse plutôt immédiate, modeste, non pas péjorativement, mais modeste dans le sens humble, c'est-à-dire qu'on fait la durabilité dont parlait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire on fait avec ce qu'on a, et on fait avec pour je dirais pour l'immédiateté, et non pas pour quelque chose qui soit ostentatoire. Voilà. Concernant les publications ou les
Oui, toutes les publications qui peuvent exister. Alors, il y en a beaucoup en anglais, effectivement, et qui sont très anciennes. Mais il y en a pas mal. Il y a également Le Corbusier, même s'il faisait du béton, s'il est connu avec son béton, a une réponse climatique très intéressante et adaptée, que ce soit en Inde, à Chandigarh, ou que ce soit à La Réunion, où il a, pas lui directement, mais Michel Bossu, un de ses disciples et qui a travaillé avec lui, ont eu des réponses adaptées au niveau du climat. Donc la double façade, la porosité, les brise-soleil, etc. Et bien plus adapté que ce qui s'est fait avant. Donc il y a également de la publication française. Nous, au niveau de notre école, on est en train de monter un laboratoire de recherche qui est, c'est un GRF, c'est un groupe de recherche en formation, avec un objectif d'ici 2 ou 3 ans d'avoir un propre laboratoire sur l'architecture tropicale, sur c'est toujours réducteur de parler sur l'architecture tropicale, donc on va dire sur toutes les questions liées à la conception en milieux tropicaux, voilà, que ce soit architectural, paysagère et urbain. Alors, il y a par l'école quelques publications qui ont été faites sur la ventilation naturelle. Je pense que tu pourrais peut-être en parler avec Antoine Perrault, donc qui sera là au séminaire Habité. Il a deux publications. Il y en a eu d'autres également par d'autres enseignants. Enfin, il y a quelques publications sur la question climatique et la question sociologique qui date maintenant je dirais des années 70, il me semble, par 2 sociologues à La Réunion sur le quartier avec un Q et le quartier avec un K. Le quartier avec un Q, c'est plutôt le quartier urbain tel qu'on le connaît dans toute la littérature, les publications habituelles. Et le quartier avec un K, plus le quartier vécu, qui n'a pas une forme forcément purement dogmatique, mais qui est plus exprimé du côté du sensible, du côté culturel, du côté quotidien. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant. C'est Liliane Wolf et Michel Vatin qui ont écrit, et je pense qu'il n'y a pas eu depuis d'autres publications au niveau de La Réunion, et je pense au niveau des Outre-mer sur ces ouvrages-là. Voilà. Merci. Oui, j'écoute des choses vraiment fascinantes de tout un travail qui est fait, parce que vous me demandiez comment AMC rencontre de l'architecture tropicale. Honnêtement, mal. Par contre, on est dans un moment où on passait d'une architecture toujours un peu centralisée. On était un peu une sorte de Pravda de l'architecture, on peut dire. Et aujourd'hui, on est dans un monde architectural qui est en mutation. C'est ce que raconte Pierre, c'est tous ces collectifs, c'est ce que dit Fabienne sur ces micro-territoires, des gens qui s'intéressent vraiment à des choses très différentes de leurs aînés, que nous, on essaye de suivre, on essaye d'en rendre compte. Donc j'espère que bientôt, on aura l'occasion de rendre plus en détail de l'architecture tropicale. Mais je trouve que la création d'écoles qui prolonge ce qui se fait déjà, c'est une dynamique qui est très intéressante pour ce renversement un peu des centralités, où on voit que ce qui était autrefois des territoires qui se percevaient comme lointains, un peu délaissés, on voit que c'est en fait ce qui paraissait mauvais devient désirable. On le voit au niveau des matériaux, où on commence à construire en terre, en bois, et c'était des choses pas évidentes, même en métropole. Et donc il y a ce renversement qui est très intéressant sur ce regard qu'on porte sur les choses, les matériaux, les façons de construire. Et donc pour finir, je rejoins aussi Pierre sur le fait que ce qu'il faut vraiment construire, c'est toute une culture aussi tropicale, et pas seulement se laisser dans un systémisme de dispositifs qu'on pourrait mettre en place des dispositifs bioclimatiques en pensant qu'on est une sorte de solutionnisme de dispositifs. C'est vraiment toujours retourner sur le territoire dans
faire cette enquête aussi, qui peut aussi passer, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, par la littérature, même par la langue. Il y a la langue et désigne aussi des toponymies, des situations de façon très précise. Et donc je pense que derrière, voilà, c'est ne pas se limiter à essayer de remplacer des choses naturelles, essayer de les substituer à des machines, parce que ce serait en fait faire fausse route. Il faut recréer cette culture peut-être à l'image du tropicalisme des années 60, ou des tropicalismes qu'on voit qui sont multiples. Mais... Tout à fait, oui, merci. Peut-être avant que le public aussi puisse poser quelques questions, peut-être Pierre Rosier, je pense que vous vouliez répondre et puis peut-être nous présenter, vous avez une petite présentation me semble-t-il, non. Oral, très bien. De quoi La parole est de l'école. De l'école. Oui. Ouais. Oui, je voudrais poursuivre sur la question de l'architecture tropicale. Je pense qu'il faut, c'est hyper important, ça permet d'être simple, de savoir de quoi on parle, on sait de quoi on parle, parce qu'on est des tropiques tous dans cette salle. Mais je pense qu'on a autre chose à montrer, enfin on montre autre chose, et c'est pour ça qu'on commence à intéresser. Je dis on commence parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant on était un petit peu les parents pauvres, jusqu'à encore récemment, enfin encore un peu maintenant. Mais ça change. Et ça intéresse pourquoi ? Parce que on a été tellement délaissés que on a appris à faire avec pas grand-chose, avec ce qu'on avait sous la main. Et donc on parle de frugalité. Alors que dans le Nord, ils découvrent la frugalité, mais nous, on a les deux mains dedans depuis un moment. On fait avec ce qu'on a, que ce soit au niveau financier, au niveau des matériaux. Quand le bateau n'arrive pas, il n'y a pas de matériaux, il faut faire avec. Il faut des fois trouver des moyens de substitution pour trouver des matériaux qui vont bien, ou on change de matériaux pour s'adapter et pas mettre le chantier en retard, etc. etc. Donc cette frugalité, cette réversibilité, cette mutabilité est hyper importante, et nous on y est déjà. Enfin nous, je dis collectivement les ultramarins. Je pense que c'est hyper important parce que ce sont des notions qui aujourd'hui sont mises en avant dans les pays du Nord. Mais nous, réversibilité, mutabilité des espaces, on le fait constamment. Les matériaux de récupération, on l'a fait. Et on le fait encore. Nous, on a lancé un concours, enfin nous, pas nous, on a été reconnu comme maîtrise d'usage, donc c'est hyper important pour la nouvelle école. Et il y a eu un concours de maîtrise d'œuvre lancé, et on a participé activement au programme, c'est-à-dire on a donné nos exigences, étant donné qu'une école d'archi se devait d'être exemplaire, démonstrative également, mais exemplaire, c'est-à-dire que si c'est pas les archis qui montrent ce qu'on peut faire, c'est les autres acteurs de l'aménagement, ils disent les archis ils n'ont pas fait, donc nous on fera pas. Donc il fallait absolument qu'on soit des démonstratifs. Et on a travaillé sur la réduction des espaces, la réversibilité des espaces. C'est-à-dire que lorsque nos étudiants sont en studio, ils ne sont pas en cours. Donc on n'a pas fait deux salles différentes, on a fait une seule salle. Ça demande à travailler différemment. C'est pas ce que font toutes les écoles métropolitaines qui s'ouvrent. Donc ça veut dire qu'on fait autant avec moins de surface, moins d'engagement financier, etc. De toute façon, il n'y avait pas l'argent. On était obligé, mais c'était un bon exemple de montrer qu'on s'en sort quand même. On n'est pas dans des salles fermées, on est dans des salles fermées et des coursives, parce qu'il fait chaud, parce qu'on a besoin de ventilation naturelle, etc. Donc là aussi, c'est une adaptation au climat, et on montre que on peut faire autrement, on peut travailler autrement. Et pour toutes ces raisons, on est innovant. Et je pense que les Outre-mer, en général, sont innovants et répondent bien aux questions que je pose aujourd'hui les pays du Nord. Et c'est pour ça qu'on a regardé. Voilà. Et sur l'école, donc quelques mots Oui, tout à fait. Donc c'est une antenne de Montpellier. Ça sera toujours une antenne jusqu'au, a priori, 31 décembre 2024. La ministre l'a annoncé donc officiellement
le 27 septembre, et l'a redit, et c'est passé dans la presse nationale, donc le Moniteur a relayé cette décision, donc de nous faire... Alors, ce qui a été dit, c'est création de la 21e école. Donc beaucoup qui ne connaissaient pas ou peu l'école pensaient que maintenant on allait délivrer des diplômes, maintenant on allait... non, mais tout ça on le fait déjà. Et on ne fait que changer de statut, qui est quand même c'est important, parce que c'est quand même la 21e école. Ça veut dire qu'on aura beaucoup plus d'autonomie. On a quasiment 90% d'autonomie aujourd'hui. Hein. On fait au niveau autonomie pédagogique, notre programme, nos locaux, notre budget, tout ça est déjà autonome. Mais c'était toujours virgule antenne de l'ENSA de Montpellier. Donc ça brouillait les cartes et ça ne donnait pas une visibilité claire vis-à-vis de nos partenaires. Alors les partenaires locaux, c'est plus un problème parce que ce sont nos alliés, on travaille avec eux depuis tellement longtemps et ils financent l'école, les collectivités, les trois collectivités, régions, départements et villes du port, ce qui est le seul cas comme ça en France, hein, parce que les autres écoles sont financées par l'État, et là on a une école qui est financée à, on va dire, 25% par les collectivités locales. Ce qui est important, quel que soit le bord politique d'ailleurs, et ça permet de fédérer les trois collectivités autour de ce projet. Donc, visibilité au niveau du territoire, c'était pas un problème. Par contre, quand on commence à faire des conventions avec l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Mozambique, comme on a actuellement, c'est vrai qu'ils comprennent pas Montpellier, ce que vient faire Montpellier, et ça brouille les cartes. Donc là, c'est complètement différent. Ça permet également d'avoir une identité. Je parlais du laboratoire de recherche. Ça permet d'asseoir toute la démarche recherche, le projet scientifique derrière. Et ça permet de jouer égal à égal avec les autres écoles au niveau national. Voilà. On ne se veut pas et on ne veut pas être une grosse machine. Là, encore, on est contextualisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 200 étudiants, on en aura 300, voilà, et puis après, on verra. Nous, on capitalise toujours, hein, ça fait 35 ans, on fait ce qu'on fait, on le fait toujours en plus, on ne fait jamais de pas en arrière. Des fois, c'est un peu lent, on reste sur le même palier pendant un petit temps, mais ce qu'on fait, on ne vient jamais en arrière. On capitalise et on essaie de consolider avant de couvrir... Voilà, donc on fait donc à la Réunion licence, master, on fait la HMO maintenant depuis 2017, l'habilitation à la maîtrise d'œuvre, on démarre la recherche au niveau du laboratoire, mais on a déjà cette démarche recherche par la Biennale d'architecture tropicale qui a eu en 2019, il y a eu le Covid, donc la deuxième c'était 2022, et troisième édition en novembre 2024. Voilà, il y a une bonne participation, on a des présidences qui sont tournantes d'un continent à un autre toujours. Qu'est-ce que je peux dire sur l'école? Donc le domaine d'études, je vous en ai parlé, c'est architecture, ville et territoire en milieu tropical, qui va se décliner en deux domaines d'études à partir de 2025, parce que là on repasse notre accréditation par la HCERS. Et on aura deux domaines d'études, un plus sur l'architecture, un plus sur l'urbain et le paysage. Voilà. Deux formations post-grade également en préparation, une sur le paysage tropical, une autre sur le patrimoine en milieu tropical. Voilà, on a une forte influence depuis quelque temps maintenant sur le déjà là. Donc, ce dont je parlais, récupération de matériaux, réversibilité de l'espace, mutabilité, économie de mètres carrés également. C'est vrai qu'en tant qu'architecte, je suis architecte et praticien, un petit peu maintenant, mais je ne devrais pas le dire, mais est-ce qu'on doit encore construire des mètres carrés? Bon, je le dis de façon provocatrice, mais
on a des mètres carrés aujourd'hui qui existent, on a des mètres carrés qui ne sont pas utilisés ou mal utilisés ou plus adéquats. Et on a un patrimoine du déjà là qui est important et on doit se reposer la question de qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine avant de construire de façon inconsidérée. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci à vous trois. C'était extrêmement éclairant. Peut-être que notre public a quelques questions. Donc, je vous propose de leur laisser la parole pour pouvoir peut-être répondre à certaines interrogations un petit peu précises. On va faire circuler le micro, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être le retour d'expérience de notre jeune. Dans le thème de comment l'éducation à l'architecture tropicale peut d'améliorer la qualité architecturale. Ça fait par le sport appelé. Oui, bonjour, Olivier Compère, je suis architecte. Le thème d'aujourd'hui, c'était comment l'éducation à l'architecture tropicale permet d'améliorer la qualité architecturale. Pour moi, c'est intéressant ce qui a été dit, c'est pas tout à fait le thème. Si vous avez des questions, justement, c'est le moment. Voilà, ma question, c'est comment l'éducation à l'architecture tropicale permet d'améliorer la qualité architecturale. Ce qu'on a essayé de dire à travers nos interventions, c'est que c'est la question de contextualisation et la formation, alors plus formation qu'éducation peut-être, ou en tout cas l'éducation et la formation et les formations permettent d'améliorer parce qu'elles permettent de contextualiser et de répondre directement à des défis du territoire, des défis locaux, donc à mieux répondre à la qualité architecturale sur un territoire en posant les bonnes questions et non pas en copiant d'autres questions qui seraient décontextualisées. Donc merci pour cette question. Ça marche. En fait, c'est aussi ce qu'on essaye de dire, oui, c'est que il y a l'éducation, donc c'est reconnaître les choses, c'est savoir comment on va les utiliser, c'est un peu cette question d'enquête, c'est savoir sur quel territoire on se pose. Donc la question, elle s'élargit très très vite, quoi. Le livre et les exemples qui sont montrés par Wodowski, j'en reviens à lui, ça montre que l'architecture, déjà pour répondre à la question, comment l'architecture bioclimatique ou localisée ou arrive à générer la qualité architecturale un peu en soi, en créant, on voit des ensembles urbains, des formes urbaines qui sont connectés au paysage, qui sont connectés aux ressources, qui sont connectés au territoire. Et donc derrière l'éducation, c'est aussi réapprendre à faire tout ça. Et je pense que moi j'ai quand même l'impression qu'on parlait de ça à travers les interventions de Fabienne et de Pierre. Donc surtout, toi tu fais ça tout le temps, donc peut-être tu peux dire. Monsieur va poser notre question. Ah, mais tu peux répondre aussi. Ouais. Voilà. Oui, non, de façon plus large, l'éducation à l'architecture au quotidien, quand on est sur des clients, on est confronté à des défilés de Pinterest et d'Instagram pour dire voilà ce que j'aimerais. Donc on se retrouve avec des clients qui C'est le client qu'il faut indiquer. une façade, veulent un objet fantasmé et pas forcément. On se retrouve face à des maîtres d'ouvrage, promoteurs immobiliers, promoteurs sociaux, qui veulent, surtout les promoteurs immobiliers, que ce soit pour des bureaux ou pour des résidences, ils veulent une belle image, donc ils s'en foutent complètement du fonctionnement. Il faut que le T3 fasse 73 mètres carrés, là l'autre 11 mètres carrés. Quand on est en logement social, moi j'ai 33 ans d'exercice en Martinique. Je pense que je suis une architecture contextualisée, pour ceux qui me connaissent.
Je pense que je prends en compte le territoire, le micro-territoire, la parcelle, le quartier, la parcelle, la rue, l'exposition, le vent, le bruit, la gêne qu'on occasionne, celle qu'on veut éviter, le brassage pour le vent, bien la protection qu'on doit ça, je l'ai pas comme discussion avec mes clients promoteurs. Ils sont beaucoup trop puissants. Ce qu'ils veulent, c'est une belle perce. Ça, je pense rien de différent par rapport à ce qui existe en Europe, en France, à La Réunion. Donc l'éducation à l'architecture, quelle éducation pour les clients? Parce qu'en fait, l'architecte, il pèse rien économiquement. Au bout de 3 ans, j'ai un petit peu de poids parce que j'ai une réputation, parce que j'ai fait des choses, mais jeune collectif ou jeune architecte face à des puissants d'argent, c'est quoi l'éducation à l'architecture en milieu tropical ou pas en milieu tropical d'ailleurs? Alors, moi, je vais répondre déjà sur cette facette. Je partage complètement votre point de vue, mais en ce sens que je pense qu'on a la même problématique du poids de la non-éducation ou des aspirations financières qui empêchent le bon sens et la créativité de venir être au service de l'humain plus que portefeuille. On est d'accord avec ça, mais on peut pas dire, parce que vous êtes l'exemple justement de ce combat micro et même au-delà, on peut pas dire que l'éducation de nos jeunes architectes, elle est nécessaire pour qu'elles-mêmes puissent, à leur niveau, éduquer la population. On ne peut pas tout faire. On est des acteurs, enfin, ils sont des acteurs, on est tous des acteurs, vous êtes un acteur parmi d'autres acteurs qui ont des puissances, et ainsi va le monde depuis un moment, mais il faut continuer. Et en effet, moi, le débat s'élargit. J'aime bien ce qu'a dit aussi Pierre Rosier par rapport à cette idée aussi. Doit-on construire encore? Alors vous allez me dire, mais oui, mais les gens ils veulent construire, mais peut-être que nous aussi, les débats ils sont un peu partout, et à un moment donné, ils vont se retrouver et s'appuyer en force pour dire, faisons avec ce qui existe déjà. Ici, dans en Martinique, et on a les mêmes problèmes aussi en Hexagone, en milieu rural, mais ils sont moins visibles et moins forts. Ils l'ont été auparavant. C'est la division, c'est le nombre de maisons abandonnées, de lieux, et que ça soit urbain ou rural. C'est le mitage, c'est la ville qui s'étend, qui rejoint l'autre ville. Aujourd'hui, la question posée, elle fait partie aussi, avec des dispositifs et des principes tropicaux adaptés, en général au site, elle fait partie de la réponse de demain. Est-ce qu'on doit continuer à manger l'île? C'est pareil que est-ce qu'on doit continuer à manger le territoire comme on le fait sur la planète? Toutes les entrées sociales, architecture, et que l'architecture peut, et économique et du matériau, enfin, etc., et que l'architecture peut aider à combler, ou en tout cas participer, c'est de l'acquis, même si le chemin est plein d'embûches. Et juste, je me semble que mais je l'ai oublié, une réponse à votre question sur... je vais passer la parole à Pierre, comme ça il prendra le relais. Oui, non, je comprends tout à fait la remarque, mais c'est évident que l'architecte en lui-même ne peut rien ou pas grand-chose. C'est vrai qu'on est seul face à nos clients, et on est démuni face à des poids économiques qui sont pas les nôtres et qui résonnent sur des défis financiers. Là où c'est important de travailler sur l'éducation, sur la formation, je préfère les formations, c'est en fait ça permet d'avoir des relais. C'est pour ça que je crois que c'est la première phrase que j'ai dit tout à l'heure, que cette école, à La Réunion, je prends l'exemple de La Réunion, a été demandée par les élus. Ça veut dire que les élus avaient conscience qu'il fallait faire quelque chose, en tout cas qu'ils avaient besoin d'expertise sur le territoire pour les accompagner. Donc 88, on est au début de la LBU, donc ligne budgétaire unique, logement social, début de la défiscalisation, etc. Et les élus locaux ont percuté
discuté. Ils se sont dit, mais oui, effectivement, on a besoin d'être accompagné. Donc, on demande l'ouverture d'une formation. C'était 2 ans à l'époque, le DEFA. Et j'ai commencé par ça. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas de prise de conscience de la part des décideurs politiques, des élus, et quand je dis des décideurs, il y a les politiques, mais des décideurs également économiques. C'est vrai que les promoteurs, s'ils n'ont qu'une seule vision des choses, bah ce n'est qu'une vision appauvrissante. Donc, et l'architecte se sent seul. Ça, c'est évident. Mais les relais sont hyper importants. Donc les relais des élus. Quand on forme, on a des étudiants qui aujourd'hui sont diplômés et qui se retrouvent dans les collectivités. Donc finalement, nos collectivités qui financent à 30%, 25-30% de l'école, je leur dis chaque année, mais il n'y a plus à leur dire, ils ont compris que c'était donnant-donnant. Eux, ils donnent pour l'école, mais en contrepartie, ils sont accompagnés par des architectes qui ont été formés aux problématiques du milieu tropical et qui sont à même de parler le même langage que les confrères lorsqu'ils sont en production d'un projet. Donc ça, c'est hyper important d'avoir la volonté politique, le relais vis-à-vis de nos confrères qui se trouvent dans les collectivités. D'autres relais primordiaux pour pas que l'architecte soit seul, c'est tous les organismes professionnels, que ce soit le Conseil de l'Ordre, la Maison de l'Archi, le CAUE, des actions visibles, des expos, des séminaires comme vous le faites, de la communication livresque, de la communication par des articles. Il faut occuper le terrain, il faut occuper le terrain médiatique. Moi, j'ai poussé mes confrères au Conseil de l'Ordre, CAUE, Maison de l'Archi, pour qu'on puisse se relayer, pour sortir des articles dans la presse. Il faut occuper le débat politique. Pour moi, un architecte, c'est un politique. Au sens large, au sens noble du terme, mais c'est un politique. Si l'architecte se contente de faire de la production de papier, c'est pas péjoratif, je suis architecte, donc je sais, je me permets de te tutoyer, la question que tu as posée. Tant que l'architecte se situe à ce niveau-là, on n'y arrivera pas. L'architecte seul n'y arrive pas. Par contre, s'il occupe un débat politique, s'il occupe les débats de société sur l'implantation d'une voie, sur l'organisation d'un quartier, sur des flux automobiles, des flux piétons, des délocalisations, des RHI, etc., qu'on occupe le terrain par des articles en disant nous on pense que, nous on propose que, etc., par des expos, etc. Là, la profession s'enrichit et se consolide et permet aux confrères qui, eux, sont dans la production d'être moins seuls, parce que on a derrière nous, du coup, un back-office qui montre que on n'est pas seul, quoi. On a toute une politique derrière qui appuie le discours. Quand tu te retrouves devant ton client, tu as toute une équipe de professionnels derrière qui appuient le discours, et c'est beaucoup plus facile. Il y a également des exemples à montrer quand on arrive à montrer que l'architecture donne une plus-value pour le commerçant. Combien de fois, c'est vrai que j'ai entendu les commerçants, mais ça c'est inutile, on va pas le faire, ça c'est inutile, on va pas le faire. Et puis, il suffit de leur montrer quelques exemples où on voit, pareil pour les bureaux, que l'architecture devient un vecteur marketing, un vecteur de communication, une valeur ajoutée pour son produit qui vendra plus facilement, où il attirera plus facilement les clients, etc. C'est pas simple, on le fait pas seul. Archi, dans nos agences, on n'y arrive pas, mais c'est pour ça qu'il y a toute une politique derrière à monter et un appui de toute la profession, mais il faut qu'elle soit visuelle, il faut qu'elle occupe le terrain. Expo, séminaires, colloques, Bref, rejoignez de la Maison de l'Architecture. Voilà, on avait, je crois... J'aurais aimé que la présidente travaille avec moi au quotidien et s'exprime, parce qu'elle a plein d'idées. Ouais. Moi, je vais juste faire une remarque très rapide. La MAM organise des événements très régulièrement. C'est souvent les mêmes architectes. Aujourd'hui, il y a 3 ou 6 architectes membres du conseil régional du Nord qui sont présents. Et c'est bien, c'est bon, c'est pas la profession doit se mobiliser, doit travailler sur la pensée, la réflexion.
Moi, je le rejoins totalement. On va proposer des actions, comme le ministère de la Chaîne culturelle, on va proposer des actions en ce sens assez rapidement. Je pense qu'il faudra vraiment mobiliser la profession. Surtout la chambre des notaires. Si on est promoteur. Mais, enfin, elle a des idées intéressantes. Tu me rends compte. Ouais, je sais, mais t'as du bagou alors. Bon, simplement que, voilà, si Solène veut présenter des actions de la maison de l'architecture, mais... Les actions de la maison d'architecture, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, je rejoins Pierre Rosier sur le fait que c'est l'objectif de la maison de l'archi, c'est l'objectif du SAE, c'est vraiment d'essayer de diffuser cette culture archi, puisque effectivement, on a eu la chance, enfin, on a cette chance d'avoir eu cette éducation à l'école d'archi, qui est des écoles qui sont des écoles gratuites. Donc on a eu cet enseignement et on a conscience de l'impact qu'a l'architecture et l'urbanisme sur notre environnement, notre qualité de vie. Mais comme dans toute profession, c'est une expertise qui est pas accessible si on n'a pas forcément eu cette aide, que ce soit par l'éducation nationale ou par notre environnement. Et enfin, c'est une supérieure de l'architecture. Et effectivement, c'est difficile de le traduire. Après, est-ce que les personnes qui sont les décideurs, les promoteurs, les constructeurs ne devraient pas avoir un enseignement eux aussi et une éducation à l'architecture pour savoir et être conscient de ce qu'ils produisent sur le territoire, sur le paysage et comme lieu de vie des êtres humains? C'est la question que je me pose, mais... Non, mais est-ce qu'il ne faut pas une école d'architecture en fait? Ah ben, vous m'avez piqué le mot de la fin. Moi, je rejoins. Il faut une école d'architecture dans les Antilles. Ça s'appellerait l'ENSAMA ou je sais pas, mais elle est nécessaire. Il y a une demande et au-delà de ça, il y a un besoin. Je vote pour. C'est un peu l'objectif de cette réunion aujourd'hui. On vous a sollicité sur cette thématique puisque pour nous, c'est primordial que cette école existe. Et on est persuadé que ça aura un impact bénéfique sur la qualité de la production architecturale et des habitats qui seront produits par la suite. Et c'est quelque chose dans lequel on croit, puisque c'est pour la plupart d'entre nous, en tout cas, notre profession. Mais, je vais vous laisser intervenir, mais j'aimerais bien que Camille, qui est donc la majeure de promo de la promotion 2023 de la Réunion, puisse dire quelques mots après sur ses études, si elle accepte. Non, juste une proposition concrète qu'on fait à La Réunion et qui rejoint la question du promoteur immobilier. Il existe à La Réunion le club IMO. Et ils nous ont proposé de faire un prix. Donc on a mis en réseau au niveau de la production, donc sur un sujet bien précis. Les étudiants d'archi, les étudiants notaires, puisque ça, vous en avez parlé, donc de droit, des étudiants en gestion, des étudiants... bref, je crois qu'il y avait 4 ou 5 filières différentes. Ils se sont mis pendant 3 mois sur un projet. Voilà, c'était hors les murs, hein, c'était pas du tout au sein de l'école, mais ces étudiants ont travaillé ensemble, par petite équipe, et le jury était composé de promoteurs immobiliers, d'entreprises, d'élus, de notaires, d'agents immobiliers, d'entreprises, je ne sais plus si je l'ai dit, et d'archi. Et donc le jury était vraiment pluriel, et les équipes qui ont rendu ces projets étaient pluridisciplinaires. Et c'est vachement intéressant. Et ça permet de mettre en valeur les promoteurs, parce que du coup les promoteurs, en fait, il ne faut pas les rejeter. C'est des acteurs économiques, ils sont là, et voilà, on fait avec. Par contre, il faut les tirer pour qu'ils rentrent dans le jeu de la qualité et qu'ils puissent être valorisés. C'est-à-dire, voilà, si vous jouez le jeu de qualité archi, et votre projet, il est primé, regardez. Celui qui ne rentre pas dans... lui, il est... c'est inintéressant. Donc en fait, il faut les prendre à leur propre piège et valoriser le plus possible tous les acteurs. Nous, on le fait comme ça, en tout cas.
Oui, je crois que Pierre a tout dit. Juste pendant longtemps, en fait, on a eu l'impression que les architectes se parlaient à eux-mêmes. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, il y a beaucoup plus aussi d'implication des acteurs, même dans les projets. Donc je pense que tous les arguments sur en fait aussi les questions environnementales, les liaisons au territoire, la qualité architecturale peuvent être audibles pour une grande partie de la population. J'imagine que c'est pas la majorité de vos clients, malgré tout, ces promoteurs-là. Il en reste, mais donc votre question, c'est un peu comment éduquer mes clients. Et en fait, on voit que c'est aussi un faisceau d'acteurs qui était décrit, qui va même au-delà des archives, en impliquant un peu tous ceux qui sont présents sur la production d'un territoire. Alors, je me suis fait l'avocat du diable, je travaille très peu avec les promoteurs, parce que je ne suis pas assez tendre pour... je ne trouve pas assez de chiffres. Enfin, c'est mon analyse personnelle. Peut-être c'est parce que je suis avec tout le monde. Ça marche. Ouais. Non, je pense que c'est une réelle difficulté. Ne pas tomber sur un promoteur qui ne fait pas de façadisme. Faire de façadisme, ça ne doit pas être évident. Après, un promoteur qui fait un gros projet, oui, mais le tropical aux Antilles, pas forcément. Il faudra du verre, il faudra une belle façade, toujours. L'éducation à l'architecture, moi je reçois les stagiaires de votre lycée. J'ai reçu Camille, qui a été stagiaire il y a 3, 4, 5 ans avant de partir à La Réunion, à l'agence. Donc à mon petit niveau, j'essaie de transmettre mon savoir. J'ai 60 ans, j'essaie de transmettre mon savoir. C'est un truc de longue haleine. J'ai la chance d'avoir une clientèle qui veut faire de l'architecture, qui a du patrimoine. Je travaille beaucoup sur le patrimoine ancien. Je travaille beaucoup sur la rénovation des romeries et des distilleries. Donc j'ai un terrain d'exercice qui est un peu privilégié, qui n'est certainement pas l'apanage de toutes les agences, mais je pense que même s'il y a eu de l'évolution ces dernières années, moi j'ai connu à une époque des maîtres d'ouvrage sociaux qui me disaient si casquette lundi quand on représente le projet, c'est pas la peine de revenir, quoi. Donc je pense que ça c'est pas propre à la Martinique, c'est propre au rapport de force qui est. L'argent est dans les mains des promoteurs et des bailleurs. Je pense que l'avantage d'une école, c'est... Moi, j'ai fait l'école d'architecture de Grenoble. Donc, ça me parle quand on parle de terre. J'ai eu Patrice Dorette et Louben, je crois, comme enseignant sur la terre dans les années 80. C'était une petite école... Petite école, non, possible. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça, c'est l'âge aussi. Oui, moi, si je peux répondre. Vous voulez répondre? Allez-y, allez-y. Alors, du coup, Camille Renard, je viens d'être diplômée de l'école d'architecture de La Réunion. Il faut savoir qu'avant, j'ai fait 3... Non. Comment on dit? Oui. J'ai fait 3 années d'études, enfin 4, puisque j'ai redoublé ma L2 à Paris. Et j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai eu beaucoup de mal avec mes études à Paris. C'est des études que je n'ai pas beaucoup appréciées, notamment pour le côté pas contextualisé. Enfin, je m'y retrouvais pas en fait, donc j'ai vraiment galéré sur cette retraite. Et un peu par chance, disons, j'ai pu faire un stage chez mon père. Donc ça a été ma première réconciliation avec l'architecture contextualisée. Et à la suite, j'ai enchaîné avec mon entrée à La Réunion, parce qu'en fait, j'ai appris avec beaucoup de bonheur qu'il faisait le master. Donc j'ai fait mon master à La Réunion, et c'est vrai que j'ai été frappée très rapidement dès mon arrivée en sortant de l'aéroport de l'architecture réunionnaise, qui je trouve est en tout cas visuellement beaucoup plus contextualisé que chez nous. Donc ça a déjà été un point positif et très rassurant pour moi pendant mes études. Et en fait c'est une école vraiment incroyable avec, pas parce que Pierre Rosier est là, mais mon ressenti par rapport à mes études en France où
qu'on est accompagné, les projets qu'on fait sont tous contextualisés. Ça peut être des projets qui viennent de la mairie de Saint-Denis, de la mairie du port, de la ville du port. On fait aussi des projets au Mozambique, parce qu'ils ont des intervenants qui viennent un petit peu de partout. Donc c'est vrai que c'est un cadre hyper enrichissant pour des jeunes étudiants en devenir et qui donne beaucoup d'espoir aussi, je trouve, quant au métier d'architecte en tout cas. Et je suis arrivée en Martinique beaucoup sereine. J'ai la chance aussi d'avoir été embauchée assez rapidement dans une agence où je trouve qu'on me fait relativement assez confiance, où je peux m'exprimer aussi, où on est beaucoup confronté à tout ce qui est le prix du mètre carré. Enfin, c'est le questionnement qui revient principalement, mais c'est vrai que j'arrive quand même à glisser un peu ce que la Réunion m'a apporté, c'est-à-dire le côté vraiment climatique, ventilation, faire attention un peu à l'usage des matériaux. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai intérêt en fait à ce qu'il y ait, déjà que l'école prenne autant d'ampleur, la Réunion c'est super, mais qu'on ait aussi un relais ici, je pense que ce serait, si il y a des jeunes en fait, c'est un peu principal. Tu veux parler? Oui, enfin moi je suis ravie parce que c'est un souhait, enfin, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais oui, une école d'architecture dans les Antilles, alors Martinique, Guadeloupe, peu importe, mais en effet, l'idée étant vraiment que c'est un bassin très riche à rencontrer, à expérimenter. Nous, on a, par exemple, dans l'enseignement, il y a une matière que j'aime bien, et qui laisse toute une liberté, qui me permet de revenir à des amours aussi de mise à niveau, on a appliqué. C'est outils et expressions de recherche, et où on peut, on a un temps très court parce que mais bon, c'est l'occasion de réexpérimenter et de les mettre après au service d'un projet sur un site particulier. Donc, cette recherche des Antilles, même s'il est difficile, on croirait que c'est facile de partir de la Martinique pour aller à Guadeloupe, ça coûte cher, c'est pas évident. Nous, on a un projet, on en a parlé il y a très peu de temps, là, pour que justement les étudiants de la Guadeloupe, on puisse les retrouver dans leur territoire venant de Martinique. Les îles semblent proches, mais c'est pas évident aussi. Mais pourtant, voilà, c'est vraiment un bassin, moi je trouve tellement riche à rencontrer, à s'approprier, et en effet, en prenant bien sûr en compte les aléas du métier qu'on va se retrouver dans la profession, mais on va pouvoir, faire corps pour bouger. Voilà. Est-ce que mes collègues veulent rajouter? Je vais tenir le crachoir, ça m'arrive jamais, je parle jamais. Super. Il est absolument tétanisé en général. Mais bon, aujourd'hui, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Pourquoi je parlais des écoles d'architecture de Grenoble tout à l'heure, je m'en rappelle maintenant. Parce qu'en fait, il y avait des lundis d'archi, il y avait des intervenants. J'ai vu Jean Nouvel, j'ai vu Pierre Sanso, qui était un sociologue poète. J'ai vu des gens que j'aurais jamais croisés dans mon exercice quotidien, si j'avais pas été étudiant, mais architecte. Les architectes venaient à ces soirées, et des gens de l'extérieur. Je pense qu'une école d'architecture, ça a aussi cette vocation, parce que on organise des événements où des politiques sont invités, des directeurs de sociétés d'HLM, des promoteurs, des fournisseurs, des entrepreneurs, ou des majors de BTP. Et du coup, en fait, c'est un petit peu, enfin, je sais pas, tout le monde ne le connaît peut-être pas, mais il y a une association qui s'appelle le Cobati, qui fédère 250 métiers du bâtiment, qu'on retrouve dans tous les départements aujourd'hui. Et c'est un petit peu ça. Le Cobati, c'est la rencontre de notaires, d'ingénieurs, de géomètres, d'agents immobiliers, de gens du BTP. Une école d'architecture, ça a aussi cette vocation de venir à un endroit où les gens sont pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et je vous remercie de ta participation. Bonjour tout le monde. Je suis la conseillère pour l'architecture de la direction des affaires culturelles de la Guadeloupe.
Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'à défaut d'avoir déjà une école d'architecture sur chacun de nos territoires, je voulais saluer le travail que font les maisons de l'architecture et les CAUE sur nos territoires. Parce qu'ils on va dire entre guillemets, ils se décarcassent pour pouvoir faire passer cette éducation à l'architecture à tous les niveaux de nos sociétés. On a des symposiums et des séminaires organisés pour les politiques. Donc à un moment, ils débattent ensemble d'un sujet, souvent sur des sujets d'urbanisme et de territorialisation et de contextualisation de l'urbanisme local. On a aussi le CAUE de la Guadeloupe, et je suppose que celui de la Martinique fait un travail identique, et celui de la Guyane aussi, qui travaille sur les publics beaucoup plus jeunes. Là, on a parlé des gens qui sont déjà en âge de choisir une direction professionnelle et de choisir des études. Mais l'éducation commence par les 4-5 ans. Donc quand on leur fait jouer à l'architecte et qu'on leur fait comprendre d'où arrive le vent, où est l'ombre, pourquoi il fait chaud, pourquoi il fait pas chaud dans la maison, ça participe à l'éducation d'une population entière. Parce qu'après lui, tout petit qu'il est dans la maison, va dire « Ah non, mais si on bouche ce côté de la maison, ben, tu vois, l'air qui rentre par là, il rentrera plus. » Et on fait aussi de l'éducation à ce niveau-là. L'éducation, elle est à tous les niveaux de la société. Et dans notre petit territoire, elle est encore plus importante quand elle commence dès le plus jeune âge. Parce qu'on n'a pas cet accès à ce qu'on disait tout à l'heure, des grandes bibliothèques qui parlent d'architecture et qui parlent de nous, et de nous sociologiquement parlant, de nous et de nos modes d'habiter. Donc, promouvoir tous ces efforts que font les maisons de l'architecture sur nos territoires, que font les CAUE sur nos territoires, et les accompagner, c'est en attendant, on va dire, d'avoir nos écoles d'archi qui vont parler de nous. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup pour cette phrase, ce long paragraphe qui est plein de reconnaissance et très enthousiaste, même si j'espère quand même qu'on aura une école. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir pour peut-être le mot de la fin dans les intervenants? Le mot de la fin, mais juste... Juste compléter, effectivement, il y a le travail de Maison de l'Archi et CAUE. Il me semble que la profession elle-même pêche par son implication. C'est pareil à La Réunion. C'est-à-dire que les confrères on est souvent dans la production au sein de nos agences et on oublie d'occuper le terrain culturel, d'aller aux conférences, de participer à des séminaires, des colloques, etc. C'est vrai qu'on est souvent derrière les confrères pour leur rappeler l'intérêt d'être dans cette dynamique. Et c'est très important. Alors, c'est peut-être en train de changer, mais en tout cas, il y a une partie une génération en tout cas d'architectes où l'agence c'est normal aussi, ça s'explique, c'est pas une pierre que je jette, mais n'empêche que si la profession ne montre pas son intérêt à occuper ces espaces-là, l'architecte est relégué à une production architecturale. Or, la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever par rapport à notre formation, c'est la pensée, c'est la pensée architecturale. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. On a des BET qui savent faire, on a des AMO qui savent faire, on a des maîtres d'œuvre qui savent faire. Par contre, penser le projet architectural, on ne peut pas nous l'enlever. Et il faut que la profession prenne conscience que c'est sur ça qu'il faut qu'elle se raccroche et qu'elle occupe le terrain aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui manque de partout. Hein. Alors ça vient peut-être de la formation aussi, qui est trop orientée sur certaines directions et pas assez sur la place de l'architecte dans la société. Je dis bien la place dans la société, la place politique. C'est ça qui est important, à mon sens. Et d'où les laboratoires de recherche, toute cette approche-là est très importante aussi.
pour accompagner l'architecte d'agence. Voilà. On voit, on est sur des territoires qu'on... Ouais, il faut bien le rapprocher. Ouais. On voit qu'on est sur des territoires qui ont beaucoup de ressources. Oui. Et piles. Et nous, en tant que presse, en fait, maintenant, on va aussi essayer de tisser des liens grâce à ces rencontres et de pouvoir rendre compte plus de ce qui se passe dans ces lieux qui sont quand même, même si on peut le dire, un peu des laboratoires quand même de demain par rapport à toutes les questions qu'on a évoquées de la frugalité, de la limitation des ressources et de suivre attentivement ce qui se passe ici, de pouvoir en rendre compte pour toute la profession. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je ne sais pas. Moi, je voudrais, si jamais c'est fini, juste proposer, ça dure 1 minute, de rencontre par image, une petite vidéo faite par Twinmotion après un projet sur AutoCAD ou Archicad, je ne sais plus, fait par un étudiant. Alors, pourquoi celui-ci? Il y en a eu plein d'autres. Les thématiques des mémoires et des diplômes, je le disais tout à l'heure, sont très contextuelles par rapport à aux enjeux et aux et donc, alors pourquoi cette vidéo? Parce qu'en fait, il y en avait plein d'autres, parce que c'est une finition après avoir passé un mémoire, ils passent un projet, ces élèves en 3e année, et bien sûr, comme ils ont choisi la thématique de leur mémoire, ils choisissent aussi la thématique de leur projet en lien avec leur mémoire. Et ce jeune, pourquoi je le diffuse? Parce que on est dans un étudiant qui, lui, est venu de l'Hexagone complètement attiré par une découverte justement d'un autre territoire que le sien. Et il va passer 3 années, là il est en 2e année d'archi, et il veut continuer en retournant vers des encadrements plus spécifiques justement à ces microclimats tropicaux. Et lui, il a passé ces 3 années à se nourrir aussi de cette rencontre à tous les niveaux. Culturel, au niveau des matériaux, des techniques, de l'histoire, la tradition, etc. Et donc il a fait un projet qui regroupe tout simplement les étudiants, parce que nous n'avons pas d'internat, donc il faut savoir que ces jeunes, s'ils arrivent de loin, ils arrivent maintenant un peu mieux à avoir des cohabitations au nord. Pour ceux qui connaissent les déplacements dans la île, c'est pas évident. Et pour ceux qui sont au centre et au sud, c'est d'élever à 4h30, 5h du matin pour être en cours à 7h30. Et donc, ce jeune, dans cette expérience de 3 années, il a voulu proposer justement un micro-internat à l'échelle d'un micro-terrain au sein de Saint-Pierre, plutôt que d'attendre l'énorme internat qui n'arrive jamais, qui permettrait à ces jeunes d'être in situ. Vous parliez tout à l'heure de marcher. Ce sont des jeunes qui marchent en plein cagnard, comme on dit. Des fois, on les récupère. C'est même dangereux. Ils descendent du haut du lycée qui est sur les hauteurs. Là, je ne vous ai pas montré. On est vraiment dans un paysage magnifique avec la montagne pelée derrière. Donc, ils baignent déjà dans un paysage qu'on leur fait appréhender, dessiner. Et donc, ils descendent à pied. Ils sont là, tchac, en plein cagnard à midi pour les étudiants qui ont fini de bosser. Et ils y vont. Donc, du sport, ils prennent des raccourcis s'ils peuvent pour pas se faire renverser, pas possible voiture. Et donc, lui, il va créer ce petit internat qui se trouve en fait dans c'était des terrains qui appartenaient à des diocèses qui ont été récupérés par l'armée, ou à l'intérieur desquels il y a, c'est derrière les pompiers pour ceux qui connaissent, mais ce qui est très extraordinaire, c'est qu'on va tous chercher à avoir un arbre qu'on appelle le zamana. J'ai bien dit ou je l'ai peut-être écorché. Dans certains coins de la Martinique, notamment au nord. Et là, dans ce lieu, il y en a un arbre, il y a cet arbre qui est énorme et qui dirige un peu toute la plantation sur le site. Et donc, il va faire ce micro-internat. Voilà, ça dure 1 minute.
pour permettre à une autoconstruction bioclimatique et surtout, comme je leur enseigne, et comme Zumthor nous l'enseigne très bien dans ses écrits et dans ses projets, parler d'atmosphère. Je crois que sentir les éléments, c'est déjà y mettre la poésie pour raconter le scénario. Merci. Merci à tous les personnes qui ont au service. On est là pour l'équipe de la main. Mais monsieur le proviseur qui est absent nous a permis de nous prêter ce lieu, qui est un super lieu. À vous tous et toutes d'être là aujourd'hui. La vidéo sera en ligne sur notre chaîne YouTube qu'on a créée. Donc, vous pourrez la revisionner alors, ou la partager. Et on en diffusera quelques extraits sur Instagram. Voilà pour ça. Je vais vous faire un petit résumé du programme de la semaine prochaine. Okay. Donc la semaine prochaine, c'est les rencontres tropicales d'architecture qui sont organisées par l'association Habité, qui auront lieu dans Fort-de-France toute la semaine prochaine avec des intervenants de toute la Caraïbe et au-delà, vers Latine, enfin toute l'Amérique, partout. Donc ça va être très intéressant et pour cette occasion, on organise un cinéma mardi soir qui sont tous les premiers mardis de chaque mois au Cloud sur le film documentaire un peu science-fiction qui s'appelle Machine to Live. Voilà, qui sera présenté par Cécile. Voilà pour mardi. Mercredi, on se retrouve pour un autre instant T sur la frugalité dont parlait Pierre tout à l'heure. Donc voilà, ce sera l'occasion de développer un peu cette thématique-là. Et enfin, c'est aussi le temps qu'à Olga Page. Et enfin, on aura l'apéro adhérent le mercredi 13 décembre pour clôturer l'année. Donc c'est notre trajet et c'est aussi le moment de partager un moment de convivialité avec vous qui aura lieu, qui sera au logo de Arcage. Voilà pour la fin de l'année pour nous. Merci pour tout. Got me riding day and night till I hit the dirt. Superman, got me on the side, make a red dot on my arm till I get it right. But time and time again, wonder if I made the correct decision. Was it really dodging bullets when I left my chest?